12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à notre débat. Comme chaque jour, deux critiques échangent, s'affrontent même peut-être sur des objets culturels. Et aujourd'hui, au cœur de ce débat, 3 expositions des rencontres d'Arles, 3 expositions photos, puisque depuis 1970, ces rencontres mettent à l'honneur le patrimoine photographique, mais aussi la création contemporaine dans cette discipline. Et j'accueille donc nos critiques. Yasmine Youssi, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef culture de Télérama. À vos côtés, Corinne Rondeau, bonjour. Bonjour. Maître de conférences en esthétique et sciences de l'art. Bienvenue à toutes les deux dans les midis de culture. C'est parti. Tout sort d'une ronde. Belzins, Rickdan. Tout Paris vient d'ici. Tu contestes, prépare ton test à manga. Belzins, fleuron des quartiers phocéens. Coincé entre la gare et le vieux port, on n'est pas les plus à plaindre. À domicile comme à l'extérieur, on sévit sur les cafards comme le bégon. D'où sort d'une ronde. Belzins, Rickdan. Belzins, Rickdan. Quartier Belzins à Marseille, un studio photo familial, le studio Rex. Entre 1966 et 1985, des milliers d'images sont prises d'émigrés tout juste débarqués d'Afrique du Nord, subsaharienne et des Comores. Des photos de portefeuille, des négatifs pour des papiers administratifs, des photos studio avec pose et mise en scène. Le collectionneur Jean-Marie Donat les a rassemblés dans cette exposition nommée « Ne m'oublie pas ». Il y a quelque chose de bouleversant à découvrir ces visages sans nom ni date, mais qui acquièrent peut-être ici une identité. Yasmine Youssi. C'est exactement ça. Moi, j'ai été mais bouleversée par cette exposition, par ces photos de peu. En fait, c'est des photos de portefeuille. Ce sont les photos des siens, ce sont les photos de ceux qui sont restés au pays, de ceux pour qui on est parti pour leur offrir une vie meilleure. Et celles qu'on garde sur son cœur, en fait, toujours dans son portefeuille. Elles portent bien leur nom, comme un talisman, comme un mode de survie. Et les mettre à l'honneur dans cette exposition, c'est tout d'un coup redonner une identité, redonner une dignité à tous ces hommes et à toutes ces femmes qu'on a longtemps appelés les immigrés, qu'on appelle aujourd'hui pudiquement les migrants. C'est un peu une masse informe. On ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas vraiment ce que ça désigne, mais c'est les gens d'ailleurs. Et cette expo, enfin, avec cette expo, cette masse, elle prend vie, elle prend corps. Elle devient réalité. C'est vous, c'est moi, c'est nos voisins, c'est tout le monde. Et à partir de ces photos de portefeuille, le studio Rex en fait composait des photomontages qui réunissaient toute la famille. Et là encore, c'est bouleversant parce que ça dit ce que c'est que l'exil, ça dit ce que c'est que vivre sans les siens, ça dit ce que c'est qu'être ailleurs, ça dit ce que c'est que de ne pas être dans sa propre culture. C'est en même temps. Le studio prenait des photos des personnes qui portaient ces photos de portefeuille. Et là, on est encore dans autre chose. Corinne Rondeau, vous aussi, ça vous a bouleversé? Oui. C'est une exposition qui est bouleversante parce que l'exposition est très bien faite dans la mesure où on est accueilli d'abord par un très grand tirage affiche d'un type maghrébin, donc on sait qu'on va arriver dans une photographie d'immigration, dit-on, et avec studio, avec des néons, ce qui fait que ça donne un côté bonjour, l'office, on va faire quelque chose ici, il va se passer de la photo. Et ces photographies d'identité arrivent très très vite et on est envahi par effectivement toutes des formes d'accrochage qui sont très réussies. À la fois sous vitrine, ce sont des originaux. Ensuite, il y a des retirages, il y a des noirs et blancs parce qu'il y a beaucoup de pellicules noirs et blancs qui n'ont pas été développées. Donc on a une manière de faire apparaître une multiplicité, une diversité, à travers aussi des formes d'exposition différentes. Mais il y a une unité à l'intérieur de tout ça, c'est le regard de ces individus. C'est la manière dont ils nous regardent, c'est la manière dont ils regardent le regardeur, comme on dit. Oui, mais en fait, on est troublé parce que à la fois, une photo d'identité, ça donne jamais envie de regarder un objectif. Donc, on peut être troublé là-dessus. Par ailleurs, il y a des photos de groupe en habit occidental
qui sont une marque de réussite, qu'on va envoyer à la famille. Et là, vous n'avez pas de sourire et vous n'avez pas non C'est plus très solennel. de regard qui dit une joie, qui dit ce qu'on appelle brutalement l'intégration. Et en fait, ce qui vient à vous, que ce soit des grands tirages, des petits tirages, des tirages originaux ou des photomontages mal foutus, c'est quand même, ce regard, on ne sait pas où est-ce qu'il va. En tout cas, on ne voit pas qu'il va devant. Il n'y a pas d'avenir dans ces regards. Et ça, c'est bouleversant. Qui dit identité, qui dit studio, dit pose. Ce sont des personnes qui ont posé. On n'est pas dans quelque chose de vivant, entre guillemets, de plus naturel, si on peut C'est vrai qu'il y a dire. un côté figé un peu. Il y a un Yasmine côté aussi. C'est paradoxal parce qu'il y a de la vie, mais c'est Il y a figé. un côté figé, mais il y a un côté aussi, je me présente sous mon meilleur jour, et se présenter sous son meilleur jour, montrer qu'on a réussi, c'est montrer qu'on est sérieux. Et ça, le photographe, en fait, la personne qui dirigeait le studio Rex à Marseille, dans ce quartier, était lui-même d'origine arménienne. Il y a une très très grande tradition de la photographie chez les Arméniens qui sont partis après le génocide, qui ont vécu dans les pays du Moyen-Orient, que ça soit le Liban, que ça soit l'Égypte. Et lui arrive, il arrive aussi avec son regard d'exilé et d'immigré. Et il sait exactement comment photographier ces gens. Il y a une connivence et comment entre les manier. deux, en quelque Mais sorte. il y a une connivence, et il y a une connivence aussi qui se joue entre son regard à lui de photographe sur eux et les photos qui sont prises en Afrique. Et on ne peut pas s'empêcher pour certaines photos de penser que peut-être c'est Malik Sidibé qui les a prises. Et il y a toute cette tradition aussi du portrait africain, qui est une tradition très forte. On l'a découverte en France au début des années 90, mais il y a les Malik Sidibé, Seydou Keita, il y a toute cette école-là. Et ces photos de studio africaines qui sont prises en Afrique, il y a comme un dialogue entre d'abord les familles et puis en même temps entre les photographes. Et moi, ça m'a bouleversée. Comme disait Corinne aussi très justement, il y a dans la scénographie, il y a un moment, il y a tout un panneau noir avec les photos d'identité épinglées. Et là, vous êtes pris par ça, quoi. C'est vraiment, vous êtes au milieu de ça. Et moi, elle me parle. Vraiment, les gens me parlaient. J'avais l'impression que leur vie s'affichait devant moi. Et il faut peut-être saluer le geste du collectionneur Jean-Marie Donat, en fait, de les avoir peut-être rassemblés, on sait comment il les a trouvés d'ailleurs, pourquoi il les a rassemblés et comment il leur a donné cette vie-là aussi. Non, mais je crois que c'est au début des années 2010 qu'il a récupéré qu'il a acheté le fonds. Ouais. On peut trouver une partie du studio Rex au musée de l'immigration à Paris, puisqu'il y a une partie qui retrace effectivement, parce que la création du studio photo c'est de 1933 par Assadour Kesayan, et c'est son fils Grégoire qui relève de cette période de photographie de 66 à 85. Mais non, là je peux pas vous donner l'information de comment il a. En tout cas, ce geste de les rassembler, ça leur donne une autre vie, parce que comme on l'a dit, la photo d'identité, la photo de pose, tout ça peut être un peu figé, et c'est le fait de les voir aussi tous ensemble, d'une certaine manière. C'est pas juste des photos individuelles, des parcours individuels. Il y a quelque chose de plus collectif qui se joue. Oui, mais le collectif, c'est quand même une masse liée quand même à la photographie administrative. Oui, c'est Les ça. années 50, c'est toute la main-d'œuvre qui vient. On a besoin de main-d'œuvre. Alors comment ça devient artistique, ce matériau? Moi, j'ai pas. C'est l'accrochage qui fait ça, c'est pas du tout artistique. Voilà. À partir du moment où vous l'accrochez, pour que dans cet accrochage et la diversité de l'accrochage qui est proposé et qui est parfaite, enfin qui est très réussi, vous êtes au milieu d'une masse d'individus, comme vous êtes dans la rue au milieu de gens, où chacun a sa vie dont vous ignorez tout, sauf le fait qu'il soit venu d'ailleurs, et ce qui était aussi beau quand même d'une certaine manière, beau je ne sais pas, mais c'est que beaucoup de ces photos ils sont pas venus les chercher. Ces photographies d'identité qui servaient pour des questions administratives, des papiers, on n'est pas venu les chercher. Donc en fait, ce qu'il a récupéré, c'est l'abandon de cette identité pour de l'administration, d'une certaine manière, parce que la majorité, je crois que c'est des photographies quand même d'identité. Oui. Yasmine aussi. Oui, ce ne sont que des photographes. La majorité, c'est ça. Mais c'est ce que vous disiez, Corinne, c'est exactement ça. C'est la scénographie de cette exposition qui fait tout. Et sur quoi? Sur 2 salles. Sur rien du tout. Et en fait, c'est la force. Moi, je trouve que c'est la force d'Arles depuis l'arrivée de Christophe Wiesner. C'est tout d'un coup comment... la scénographie, ça avait commencé aussi avec Sam Sturze, mais là, c'est encore plus fort. La scénographie prend une place très très importante et on vous raconte vraiment une histoire. Il y a dans cette exposition-là, il y a aussi une exposition qui est consacrée à une maison à Téhéran où tout tient, une maison moderniste en fait des années 30 à Téhéran, où tout tient sur la scénographie et comment vous mettez en scène cette histoire
pas seulement avec des photos, mais avec d'autres choses. Là, on reconstitue le studio pour l'exposition concernant cette maison moderniste où on vous raconte ce que c'était que la vie de la classe moyenne iranienne avant la chute du Shah. C'est surtout comment on crée une maison et comment on la détruit. Voilà. C'est la vie d'une ça. maison. Mais ce rôle de la scénographie, je trouve qu'il prend la scénographie prend de plus en plus d'importance à Arles et c'est tant mieux. Corinne Rondeau, vous avez levé la main, Oui, c'est faut ça? pas trop en jouer non plus, quoi. Bon, mais bah, là, Vous ne vouliez pas parler de Sol Letter. On va y aller si, justement. justement, mais n'anticipez pas. D'abord, ne m'oublie pas, donc, collection Jean-Marie Donat jusqu'au 24 septembre à la Croisière à Arles. Et le catalogue de l'exposition est disponible aux éditions Delpire & Co. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Once I said goodbye to New York City, sweet city. Sol Letter Assemblage, c'est le titre de cette deuxième exposition dont nous parlons ce midi. Sol Letter meurt il y a tout juste 10 ans, en 2013, commence par la peinture, puis passe à la photo en noir et blanc au début des années 50. Devenu un photographe de la couleur et de mode reconnu, Vogue, British Elle, il reste pourtant un photographe de l'ombre, de silhouettes fantomatiques new-yorkaises, de murs et de reflets dans les vitrines. Photographe aussi resté dans l'ombre, il tombe dans l'oubli dans les années 80, mais il est redécouvert 10 ans plus tard et encore aujourd'hui avec pour la première fois à Arles une sélection de ses photos, dessins et peintures. Alors Corinne Rondeau, on vous sentait impatiente de parler de Sol Letter, allez-y. Alors, moi, je tiens Sol Letter pour l'un des plus grands photographes du XXe siècle. Ah, Et je dois dire que pour moi, c'est avec Adjé, les deux grands photographes que je ne cesse de regarder, parce que même s'ils sont à deux périodes distinctes, à la fois le monde moderne est perdu aussi d'Adjé et le monde de la grande ville, le mouvement et la consommation qui se met en place à New York. Ils sont deux temps très différents, mais ils ont une même manière, pour moi, de faire de la photographie, qui est une manière de retenir un moment dans sa perfection et son importance. Autrement dit, il n'y a pas d'autre intention dans ces photos. Et donc, ça cause vraiment un effet de sensibilité, pour moi, très grand, au point que ces photos, pour moi, c'est un peu comme des maisons dans lesquelles j'aimerais vivre. Et lorsque dans cette exposition au Palais de l'Archevêché, les cimaises sont adossées à de l'architecture du bâtiment, où on vient mettre des peintures au milieu des photos, eh bien moi, ça va... C'est pas ça? Je me suis bon, d'accord. Ça vous agace? non mais Non. ça m'a enlevé toute mon attention et ça m'a enlevé ma maison. Mais Yasmine on va aussi. dire. Allez-y, parce que vous dites mais non. Mais bien sûr. Mais alors pourquoi non? Mais on vit pas dans la même maison, Yasmine, c'est tout. Voilà. Et au-delà de ça, sur l'exposition, vous ne vivez pas la même exposition en tout cas. On ne vit pas la même exposition. Pour moi, Sol Leiter, c'est un ovni. Franchement, dans l'histoire de la photo, c'est l'un des plus grands photographes, mais c'est un ovni. Vous êtes d'accord là-dessus avec Corinne Rondeau? Ah oui, absolument. C'est quelqu'un qui fait de la couleur à un moment où pour les grands photographes documentaires, la couleur c'est sale parce que c'est la technique, c'est la réclame et c'est la publicité. Lui, c'est utilisé soit pour la mode ou pour la pub. Et en fait, il y a un secret chez Sol Leiter dans ce jeu de couleurs, cette manière d'utiliser, c'est le photographe de la couleur. Et quel est le secret en fait de cette maîtrise exceptionnelle de la couleur? Il y a une photo, par exemple, c'est une devanture verte qui est en train de s'écailler sur un fond noir avec des bidons rouges. C'est d'une beauté cette photo, c'est extraordinaire. Et ben ce secret, je trouve que c'est justement ces tableaux, ces peintures qui le révèlent, parce que Sol Leiter est resté un peintre dans l'âme. C'est pour ça que moi j'ai trouvé absolument génial cette exposition, parce que alors l'accrochage des fois je le comprends pas toujours, mais c'est-à-dire qu'est-ce que vous comprenez pas? En fait, je comprends pas pourquoi on met telle photo avec telle photo, mais le fait que tout d'un coup on mette ces tableaux,
tout d'un coup, ça révèle son sens, sa maîtrise de l'espace, son sens de la couleur. Tout d'un coup, ça apparaît. C'était quelqu'un qui était très, très proche des expressionnistes abstraits. Vraiment, il faisait partie de leur bande. Et dans ses gouaches, dans ses aquarelles, on voit parfois une explosion, un sens de l'espace. Moi, ça m'a renvoyé aussi à John Mitchell. Ça m'a renvoyé, pour la couleur aussi, à Hélène Frankenheimer. Tout d'un coup, j'ai compris. Vous avez compris son art de la photo? J'ai compris son art de la couleur, d'où il tenait ce secret. C'est vraiment parce qu'elle a quoi alors? Justement, c'est quoi cette couleur? Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? La couleur de Soul Lighter, oui, c'est tout d'un coup alors d'abord c'est le maître de l'aplat. Tout d'un coup vous avez des noirs. C'est des photos qui sont c'est la couleur qui fait l'architecture de la photo. C'est surtout la question de comment il écrase la profondeur. Oui, de champ, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une photographie de rue au sens propre, où on va avoir du détail, un événement de rue. C'est le détail de son œil qui fait la rue, ce qui n'est pas du tout le même rapport qu'un objectif qui va saisir un événement dans la rue où il y a une distanciation. Il est dans la distance de la rue, mais il est dans la sensibilité de l'événement de la rue. Autrement dit, il a une manière de détruire la profondeur de champ parce qu'il met justement des premiers plans ou flou. Il travaille avec les reflets des vitrines, beaucoup d'inscriptions, que ce soit sur de la vapeur d'eau sur une vitre ou des inscriptions de magasins, etc. Et donc vous avez une sorte de mise en aplat. Effectivement, la photographie s'écrase littéralement, mais ça reste quand même une sorte de mise en espace et de profondeur tout à fait singulière qui peut rappeler la peinture, peut rappeler son goût profond pour le japonisme. Il avait une collection de livres sur le Hokusai, notamment tous les grands noms du Japon. Ils étaient tous en japonais, ils ne savaient pas lire le japonais, et c'est ça qui est génial. Ce type collectionne tous les catalogues qu'il peut des artistes japonais et du Vuillard notamment, qui écrase la profondeur de la peinture comme impressionnant. Les Nabis, les Bonnard et Vuillard, deux grands peintres Nabis auxquels il est très sensible, qui sont proches du japonisme puisque c'est une influence considérable sur l'impressionnisme. Et il a cette manière effectivement de le faire en photo. C'est là qu'il est grand, parce que donc en fait pas besoin d'avoir ses peintures, c'est ça que vous dites. Ah non, pour moi alors on n'arrivera pas à vous mettre d'accord, mais peut-être sur l'ambiance de ce qu'il photographie. On est donc à New York. Qu'est-ce qu'il dit de cette ville plus que ce qu'on peut faire nous en nous baladant dans ces trucs? Quelle ambiance il donne de cette ville à cette époque-là, et qu'on voit peut-être pas ailleurs par cette technique-là, qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est comme si tout d'un coup New York parfois devenait un cocon, alors qu'on a l'impression que c'est la ville du gigantisme. Et lui, c'est vraiment sur des petits détails, sur des détails, des couleurs de la ville qu'on ne soupçonne pas. Aujourd'hui, on va à New York, c'est pas du tout la même image qu'on a au-delà du taxi jaune. Ouais. Au-delà du taxi jaune, c'est autre chose. Ces couleurs new-yorkaises, vous ne les voyez plus aujourd'hui. Là, vous les voyez. Il y a des moments, il y a des photos de neige aussi, où la neige, tout d'un coup, fait taire la ville. C'est une ville pour moi, New York, c'est la ville du bruit. Il faut quand même rappeler que c'est quelqu'un qui marchait tout le temps. Il marchait, il ne savait pas ce qu'il allait faire comme photo, il marchait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'être présent à ces photos, c'est être présent aux marcheurs. Et il y a un rapport. Quand vous voyez ces photos, c'est pas du tout New York que vous voyez. C'est New York par l'œil d'un marcheur. Et quand vous êtes le regardeur des photographies de Soul Leiter, il vous demande aussi de marcher. Et de marcher à travers des images qui ne vous disent pas « on va vous faire un documentaire sur New York ». Mais comment un individu marchant dans une rue et dans un quartier précis, le East Side, ça produit ça. Et c'est distancié, c'est élégant, c'est d'un raffinement excessif, c'est d'une délicatesse folle. Je souscris, moi, à tout ça, mais ce que j'ai aimé avec cette exposition, c'est que quelque part, elle défiche Soul Leiter. C'est-à-dire que on l'a, pour nous, ces photos-là, c'est souvent les mêmes qu'on revoit, et on ne le connaît que par ce biais-là. Et là, tout d'un coup, on le découvre peintre, ce qui apporte encore autre chose par rapport à lui. On découvre des photos en noir et blanc. C'est les photos en noir et blanc, moi, j'ai pas compris l'accrochage. On découvre ces photos en noir et blanc qui sont d'une modernité folle, là encore, et qu'on se dit que on n'a pas fini de découvrir l'ampleur de l'œuvre de cet artiste. Et donc il faut aller marcher au Palais de l'Archevêché à Arles jusqu'au 24 septembre pour découvrir donc ces photos, assemblage de Soul Leiter. La publication, le catalogue de cette exposition est disponible aux éditions Textuelles. In the pines is where the sun never shines.
Dernière exposition de notre débat critique, Gregory Crewdson. Si on voulait savoir à quoi ressemble l'envers du décor américain, son négatif, sa face B, ou que sais-je encore de synonymes sur le dessous des apparences, il faudrait regarder les photos de l'artiste Gregory Crewdson et cette trilogie conçue entre 2012 et 2021. Depuis 30 ans, celui-ci dresse le portrait d'une Amérique moyenne, sans gloire, lumière blafarde, intérieur désolé, regard perdu dans le vague, corps abandonné, le tout dans une ambiance qui rappelle le cinéma de David Lynch et les peintures d'Edward Hopper. Alors, avez-vous été, vous aussi, happé par L'Evening Side de Crewdson? Corinne Rondeau. Oui, on peut dire que c'est une photographie totalement hypnotique. Si vous voulez voir l'exposition du début à la fin, ne faites aucune expo avant ni après. Pourquoi? Parce qu'il vous a dézingué l'œil. C'est un obsessionnel XXL. Ce qui fait qu'en fait, vous avez des photos ultra torchées, comme on pourrait le dire vulgairement. Elles sont d'une préciosité, la question technique est imparable. Il est d'une perfection technique incroyable. C'est une super production parce qu'il y a des moyens énormes qui sont engagés pour des séries d'expositions sur la décoration. Ils fabriquent tout. C'est vraiment des choses une photographie doit coûter 200 000 à la production, on peut dire. Et donc en fait, là, c'est une grande exposition faite par Jean-Charles Verne. Donc je conseille vraiment le texte, même s'il pêche par excès parfois. Et là, la scénographie vous convient? Alors la scénographie, c'est très bien. C'est de la simèse blanche et on fait le tour et on commence chronologiquement 96 avec sa série des Lucioles qu'on n'avait jamais vues. Elles sont très belles. Ce sont des photographies noires. Oui. Yasmine aussi, comment dire, l'expo vous ne est vraiment devinez pas, exceptionnelle. Elle est vraiment de qualité muséale. On se demande d'ailleurs, elle est à Arles, on se demande comment ça se fait qu'il soit complètement passé à travers les radars, alors que c'est un photographe qui est quand même installé depuis plusieurs décennies maintenant. Vous voulez dire entre les radars des de grands pas avoir musées. une grande rétrospective déjà. Ça aurait été bien qu'on nous dise ce qui se fait et ce qui est important aujourd'hui en photographie. Là, c'est fait et c'est remarquablement fait. L'entrée, alors là, moi j'ai un tout petit bémol, l'entrée en matière avec cette série sur les Lucioles la nuit. C'est parce qu'elle clôt. C'est une circulation. Moi, je commençais avec ça. Oui, mais si vous mettez les chronologies, et je me dis ce qui est intéressant, j'ai pas trouvé que ça soit ce qu'il y avait de plus original, mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça a du sens dans le sens où quand vous voyez ça et que vous passez à la suite, tout d'un coup, vous comprenez ce que c'est. Un artiste qui soudain a l'inspiration et dont l'œuvre décolle et qui a trouvé quelque chose, qui a trouvé une écriture qui n'est pas celle des autres. Mais alors justement, c'est en ça que c'est génial. Essayez de nous décrire. On commence par ces Lucioles, on voit quoi ensuite? Eh bien, on voit une trilogie. Alors, je lis en français Cathédrale des Pins, L'éclipse des papillons de nuit. Et là, je vais lire la dernière de 2021-2022. C'est Evening Side. Donc, c'est une trilogie, pardon. C'est 3 séries 2012, 2014, 2018, 2019 et 2021-2022. Elles ont deux formes. Il y a un format pour la première série qui est en 16:9. En 4/3, c'est-à-dire le format... L'ancienne télé, quoi. L'ancienne télé. Puis la deuxième série a un format 16/9. Quand on a introduit le cinéma à la télé, on est passé en 16/9, ce qu'on a à la maison. Et puis la dernière série, la plus récente, elle est en 4/3. C'est-à-dire qu'il y a comme un retour de la première série à la dernière. Et on passe d'une première série avec les Lucioles qui c'est noir et blanc, très gros contraste. Et la dernière série, Evening Side, est sur des gris. Il y a plus ces contrastes très forts. Et au milieu, vous avez effectivement des séries contemplatives, mélancoliques, avec des maisons, des dehors, des paysages enneigés, immobilisés. Des regards perdus aussi, des corps nus. Surtout si vous regardez avec beaucoup d'attention, parce que il est un peu comme Van Eyck, le peintre flamand. Quand vous regardez la jambe d'Adam, quand vous voyez un poil qui est peint, vous avez l'impression que vous pouvez l'arracher. Ouais. Toutes les photographies, et c'est pour ça que je dis peinture, parce qu'on se trompe, tous les détails sont de cet ordre-là. Donc, c'est hypnotique parce que vous avez tout le temps un jeu de construction du regard qui est extrêmement structuré par les perspectives des photographies, notamment sur la deuxième série qui est l'éclipse des papillons. Yasmine aussi. Moi, je me souviens plus les œuvres dont je voudrais parler. Je me souviens plus de quelle série elle va partir. C'est pas grave. Allez-y. Ce qui est fabuleux. Alors, comme le disait Corinne, c'est une production hollywoodienne. Chaque photo est une production hollywoodienne. C'est-à-dire que quand
il va photographier une devanture, il va lui-même, avec son équipe, réécrire le nom de la boutique. Enfin, tout est repris dans ses moindres détails. Mais en fait, chaque scène est le point de départ d'une histoire que vous allez pouvoir vous raconter, une histoire. Mais que lui ne raconte pas. Non, lui ne raconte vraiment lui, il montre début. une Amérique qui est complètement à la ramasse. C'est l'Amérique qui s'est pris la crise des subprimes de plein tranche. C'est à la fois biographique, autobiographique, parce que c'est photographié dans un endroit, parfois même dans son chalet, et ça ne l'est pas parce que tout est reconstitué. Et il y a une photo, par exemple, où les compositions sont tellement parfaites. Il y a 2 adolescents sur un sofa mou. Et vous avez les plis du sofa qui répondent à ceux du corps des adolescents. Vous avez un tableau de forêt qui répond à la forêt qui est dehors. Vous avez les rideaux jaunes qui répondent aux vêtements qui sont dans le placard entrouvert. Tout est comme ça dans ce jeu de regard. Donc c'est parfait, quoi. Mais C'est vraiment un artiste parfait, Corinne Rondeau. Oui, non, mais c'est... Pardon. Ça va pas. Non, qu'est-ce qui va pas? Oui. Mais c'est-à-dire, c'est un monde qui s'écroule, quoi. Oui, non, mais en même temps, il faut un peu relativiser. C'est pas de la photographie documentaire. On est vraiment dans de la fiction. C'est absolument pas de la Alors photographie. maintenant qu'il y a sa biographie, bien sûr, mais qu'on voit que c'est un mélancolique, Crudson, ok, il n'y a pas de problème. Il doit être même bipolaire. Bon, en même temps, je suis pas psychiatre. Hein. Mais ce qui est intéressant par rapport aux séries, c'est qu'il y a des détails à chaque fois. Oui. Dans Cathédrale des Pins, vous avez des portes entrebâillées. Et en fait, c'est un travail de l'écart. Et pourquoi il y a toujours des portes entrebâillées? Ces portes entrebâillées, il va les faire jouer dans la perspective de la 2e série qui est l'éclipse des papillons de nuit. Et vous avez toutes les photographies sont centralisées. Il y a un axe central, que ce soit un arbre, un panneau électrique, que ce soit une inscription. C'est toujours par le même des empreintes de voitures. Et la 3e série, elle est quand même problématique. Evening Side. Elle est hyper problématique. Alors, en quelques secondes, Corinne Rondeau. À mon avis, alors là, j'ai du mal à me dire, à part d'avoir une lecture sociétale. Mais c'est très politique, les dernières. Je ne crois pas. Alors, si vous voulez, pour moi, il y a juste une chose qui est claire, c'est un monde à l'agonie. Oui. Cette dernière série, il n'y a que des dos à dos, des voitures qui partent, des corbillards. Autrement dit, on est sur la phrase de Walter Benjamin, si vous me permettez. Allez-y. Sur le concept d'histoire, si l'ennemi triomphe, même les morts ne seront plus en sécurité. Merci beaucoup à toutes les deux. Grégory Crudson, Evening Sad, c'est jusqu'au 24 septembre à la Mécanique à Arles. Aussi, le catalogue est disponible aux éditions Galleria d'Italia Schira. Merci donc à vous deux, Yasmine. Lucie, on peut vous lire dans Télérama, et Corinne Rondeau, de vous, on peut lire Artiste syrien en exil, œuvres et récits disponibles aux éditions Mediapop. C'est aussi écrit avec Dounia Aldan. Toutes les références sont à retrouver sur notre site, le site de France Culture, à la page de l'émission Les Midis de Culture. Merci à vous.